Bonsoir à toutes et à toutes. Merci d'être nombreuses et nombreux avec nous ce soir pour cette table ronde consacrée au travail et à ce que peut lui apporter l'économie sociale et solidaire. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous êtes familiers avec l'économie sociale et solidaire. Je ne sais pas, vous voyez tous à peu près ce que c'est? Oui. Bah, écoutez, en fait, l'ESS en général, c'est quand même une terra incognita pour le grand public. Pourtant, c'est un écosystème qui représente 10 de l'emploi en France, 14 de l'emploi salarié. C'est 21 millions de participations bénévoles. C'est 7 du produit intérieur brut. Donc, c'est pas rien et c'est de la richesse produite par des coopératives d'activité et d'emploi, des groupements d'employeurs, des mutuelles, des associations, des fondations, des entreprises sociales, les territoires zéro chômeur de longue durée, si vous connaissez cette initiative, les tiers-lieux aussi. C'est une grande, les mutuelles, fondations, c'est une grande nébuleuse et ce sont des formes d'organisation qui existent pour certaines d'entre elles depuis plus de 200 ans. Certaines sont nouvelles, avec des formes juridiques nouvelles, mais d'autres sont plus anciennes. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ces structures dessinent un autre modèle de société dans lequel l'économie est beaucoup plus ancrée dans l'écologie et le social. L'ESS œuvre dans tous les secteurs d'activité et toutes ces structures ont au moins pour point commun des règles de non-lucrativité, de gouvernance démocratique et d'utilité sociale. On y reviendra. C'est donc en théorie, un modèle de management plus horizontal qui répond encore une fois à des attentes pour toutes celles et ceux qui se lèvent le matin pour aller au boulot ou tard le soir d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des formes d'emploi atypiques. Mais ça, c'est pour la photo d'ensemble. On verra dans le détail avec nos invités quelles sont les limites de ce modèle, à quel point il est mis sous tension avec des objectifs de rentabilité. Euh, qu'est-ce que quelles seraient les conditions pour que l'économie sociale et solidaire puisse se développer? Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'économiste Thomas Coutreau, qui a dirigé le département conditions de travail et santé au ministère du Travail, à la DARES, la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Thomas, vous êtes membre des économistes atterrés et vous avez coécrit avec Coralie Pérez l'ouvrage Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire, qui est paru en 2022 au Seuil et qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Julien Ada, vous êtes directeur du réseau national Cocagne, on y reviendra. Mais le réseau Cocagne, c'est une centaine d'associations qui ont comme activité le maraîchage en insertion par l'activité économique. Et puis, Francis Lévy, vous êtes délégué général des GEC. Alors d'ailleurs, cet acronyme un peu barbare, ce sont les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Et vous êtes membre du labo de l'ESS. Et j'en profite pour mentionner que tous les trois, vous participez à une grande étude prospective qui vient d'être lancée par le labo de l'ESS sur l'économie sociale et solidaire et le travail à l'horizon 2050. Alors, c'est un gros travail, on ne pourra pas vous faire de scoop aujourd'hui ni prochainement, c'est un boulot qui va durer 2 à 3 ans si je ne me trompe pas. Mais je me tourne vers vous tout de suite, Thomas Coutreau. Avant même de nous dire ce qu'est l'économie sociale et solidaire et ce que ça pourrait apporter au travail, pouvez-vous nous définir ce que c'est que cette crise du travail? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de crise du travail? Oui, bonsoir. Oui, merci Sandrine, cette introduction. Oui, en effet, on peut parler de crise du travail. Il y a plusieurs symptômes qui l'indiquent. Des symptômes économiques, les difficultés de recrutement que rencontrent beaucoup d'entreprises, y compris d'ailleurs dans l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. Un taux historiquement élevé de démissions sur le marché du travail. En 2023, il y a eu 2,5 millions de démissions et de ruptures conventionnelles. C'est un niveau tout à fait sans précédent dans l'histoire du marché du travail. Et puis, des problèmes majeurs de santé au travail qui persistent aujourd'hui. Alors, non seulement avec des maladies professionnelles reconnues, qui sont toujours aussi nombreuses, il y en a 70 000 par an. 70 000 maladies professionnelles reconnues chaque année, c'est quand même énorme, mais avec en plus beaucoup de maladies non reconnues, en particulier des pathologies psychiques, puisqu'elles sont assez peu reconnues par le système d'indemnisation des maladies professionnelles. Donc on a vraiment plein de symptômes et d'indicateurs qui nous montrent qu'il y a une crise du travail aujourd'hui dans notre pays.
Et pourquoi? Parce que c'est lié à une intensification du travail, des cadences qui s'accélèrent, une financiarisation de l'économie? Un peu tout ça, oui. Donc, c'est des données qu'on a collectées avec les enquêtes sur les conditions de travail depuis une trentaine d'années maintenant à la DARES, au ministère du Travail, qui montrent un phénomène d'intensification du travail, donc des rythmes de travail qui s'accélèrent, surtout dans les années 90-2000. Ça s'est stabilisé depuis, mais ça reste une intensité du travail à un niveau historiquement élevé par rapport en tout cas aux données qu'on peut avoir historiquement. Et puis en même temps, alors qu'on a une main-d'œuvre qui est de plus en plus éduquée, avec des niveaux de diplôme qui augmentent au fil des générations, eh bien, l'autonomie au travail stagne, voire diminue. Ça, c'est un paradoxe hein, dans l'organisation du travail contemporaine, dans les entreprises d'administration. Alors qu'on a des salariés de plus en plus compétents, eh bien, ils sont de plus en plus tenus par des procédures strictes à suivre, des process, du reporting, hein, comme on dit dans les grandes organisations, l'obligation de rendre compte sans cesse de ce qu'ils font, de suivre des procédures à la lettre, et y compris à des niveaux de qualification assez élevés pour des ingénieurs ou des cadres. Hein. Donc ça, c'est vraiment et y compris dans des services, alors qu'auparavant, ces formes d'organisation tayloriennes très répétitives étaient confinées, enfin étaient surtout réservées aux ouvriers de l'industrie. Donc on a vraiment une extension du taylorisme ou de formes tayloriennes d'organisation dans les services, y compris dans les services à la personne, à l'hôpital, dans toute une série de secteurs qui y échappaient jusqu'à il y a quelques années, une dizaine, une quinzaine d'années. Donc voilà, tous ces indicateurs montrent effectivement. Alors nous, on a abouti à la conclusion que ça aboutissait à une perte de sens du travail. Perte de sens au sens où les travailleuses et les travailleurs ne sont plus en condition de trouver les trois ingrédients qui donnent du sens au travail, hein, qui sont le sentiment d'être utile socialement, de faire quelque chose de bénéfique pour la société, le sentiment de pouvoir bien le faire, de pouvoir bien faire son travail. Et vous voyez qu'aujourd'hui, dans beaucoup de métiers, c'est vraiment, alors, dans les services publics, mais pas seulement, dans l'industrie, on rencontre aussi beaucoup d'ouvriers qui disent « j'arrive plus à faire correctement mon travail, je suis obligé de bâcler la qualité parce que je suis tenu par des rythmes de travail impossibles, des procédures qui m'empêchent de faire vraiment bien mon travail. » Et puis la possibilité de se développer dans son travail. C'est le troisième indicateur, la troisième dimension du sens du travail. Cette possibilité de se développer, d'apprendre, de développer ses compétences, son expertise, son expérience, eh bien, elle est plutôt entravée par ces modes d'organisation du travail très prescrits, très rigides. Et donc là, on a une triple dégradation du sens du travail qui peut amener à des phénomènes de dépression, voire de suicide dans un certain nombre de cas, qui sont nous semble-t-il, à la racine de cette crise du travail qu'on trouve aujourd'hui dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, c'est un phénomène plus général. Mais justement, vous parlez d'effets concrets sur la santé. On a longtemps parlé des TMS, des troubles musculo-squelettiques, mais là, vous parlez plus aussi de maladies psychiques, mentales. Est-ce que vous avez des indicateurs alarmants là-dessus ou pas? Oui, alors on sait que quand on regarde l'état de santé mentale de la population au travail, et le lien entre les conditions de travail et cet état de santé mentale, il est très fort. Hein. D'ailleurs, la DARES va publier une étude là, dans les jours qui viennent, montrant vraiment une association très, très forte entre la dégradation des conditions de l'organisation du travail pour les personnes qu'on suit dans les enquêtes sur les conditions de travail, et leur consommation médicale. On a vraiment mesuré les consommations médicales grâce à des données de l'assurance maladie. On a pu montrer la corrélation très forte entre une dégradation des conditions de travail et une forte augmentation des consommations médicales, en particulier anti-inflammatoires, anxiolytiques et antidépresseurs. Donc oui, il y a vraiment des indices très forts, enfin même des preuves très fortes de ce lien entre dégradation des conditions de travail et accroissement de l'absentéisme pour maladie, hein, qui est beaucoup dans le débat public en ce moment, avec le projet du gouvernement de réduire les délais de carence, d'augmenter le délai de carence à 3 jours pour les fonctionnaires. Il y a une augmentation des arrêts maladie, c'est sûr, pas seulement dans le secteur public, hein, dans le secteur privé aussi, mais voilà, qu'on peut corréler à cette dégradation de l'organisation du travail et du sens du travail. Julien Lévy, quand on parle de crise du travail, pardon. Ah, pardon, excusez-moi. Il faut vraiment pas faire ça. Et je l'ai fait. Pardon.
Francis Lévy, pardon. Quand on parle de crise du travail, on parle aussi de crise des attentes des salariés. Est-ce que vous avez noté, on en a beaucoup parlé au moment du Covid, de la crise sanitaire, mais ça fait quand même un bout de temps qu'on parle d'attentes différentes des salariés. Est-ce que vous notez ça, un rapport à l'autorité qui est différent, des attentes qui sont différentes par rapport au temps, à tout plein de... Oui, c'est-à-dire que ce qu'on peut voir, alors nous, on a une situation d'observation, puisqu'on est, on entend à la fois les entreprises qui cherchent à recruter, puisque les GEX, ce sont des entreprises, et on entend aussi des salariés qui cherchent de l'emploi, qui en trouvent ou qui n'en trouvent pas. Et donc, ça donne un point de vue intéressant par rapport à ça. Et donc, alors, il y a effectivement une crise du travail, mais il y a aussi un changement du rapport au travail et des attentes vis-à-vis du travail. Certains parlent de crise de la valeur travail. Je trouve que ça n'a pas de sens de dire ça. C'est-à-dire que le travail en soi n'a pas de valeur. Tout dépend du travail, quoi. Il y a des travaux, enfin, il peut y avoir un travail très voilà, constructif, et puis il y a un travail qui peut être destructeur aussi. Donc, quel travail, pourquoi faire, hein, c'est un peu ce qu'a dit Thomas Coutreau à l'instant. Mais en tout cas, il y a des attentes toujours très fortes des jeunes et des adultes vis-à-vis du travail. Il ne faut pas croire du tout qu'il y a un désengagement ou un désinvestissement. Les attentes sont fortes, mais sauf que comme les attentes sont fortes, elles sont souvent déçues. Voilà, alors elles peuvent être déçues pour plein de raisons. Je vais en citer quelques-unes. Il y a d'abord, il me semble, une question sur le rapport au temps. C'est-à-dire qu'il y avait, il y a longtemps, hein, maintenant, c'est d'histoire ancienne, un peu une promesse de l'entreprise ça va être dur au début, vous n'allez pas être très bien payé, mais vous allez pouvoir progresser, vous allez prendre des responsabilités, vous allez être mieux payé, ça va être plus intéressant. Bon, on sait aujourd'hui que voilà, beaucoup de salariés restent au SMIC à peu près toute leur carrière, qu'il n'y a pas toujours les progressions attendues, puis surtout que quand l'entreprise n'a plus besoin de vous, elle vous dit au revoir. Donc cette promesse de dire, voilà, ça va être dur au début, mais on sait pourquoi on y est, ça c'est fini. Et la flexibilité que les entreprises ont revendiquée depuis les années 80 pour faire face voilà, à la crise économique, à la concurrence internationale, dans une période de retournement du marché de l'emploi, où alors, je ne sais pas si ça durera, mais en tout cas là, dans les 3 dernières années ou 4 dernières années, les salariés ont eu davantage de pouvoir, ils se sont réappropriés la flexibilité à leur bénéfice, en disant voilà, ça m'intéresse, je viens, ça m'intéresse plus, je repars. Voilà, et donc avec ce que les entreprises ont une certaine volatilité. Donc ça, c'est un vrai changement. Il faut qu'on y trouve un bénéfice tout de suite. Il y a également quelque chose lié à l'entreprise comme lieu de socialisation ou comme sentiment d'appartenance. Il y a pu y avoir une certaine fierté d'appartenir à l'entreprise. Et donc, c'est aussi un élément d'identité. Et ça, cet élément d'identité, il s'est dilué, voire fortement dilué, parce qu'on ne reste pas toute sa vie dans une entreprise, on en change de notre fait ou du fait de l'entreprise. Il y avait aussi une identité métier qui était forte, alors qui reste dans certains secteurs, mais qui s'est aussi beaucoup diluée. On a beaucoup, et le monde de l'entreprise a une part de responsabilité là-dedans, c'est-à-dire à remplacer la notion de métier par la notion de compétence. Mais la compétence, c'est un outil technique, RH. On ne s'identifie pas à une compétence, alors qu'on peut s'identifier à un métier. Il y a aussi la dilution des collectifs, notamment des syndicats dans les entreprises. Voilà, tous ces éléments qui créent une appartenance à l'entreprise, qui donnent envie d'y rester, de s'y impliquer, pas que pour des raisons financières, mais aussi parce qu'on s'y sent personnellement engagé. Ça se dilue aussi. Le rapport à l'autorité, Thomas en a parlé, donc j'y reviens pas. Il y a aussi la place du travail dans notre vie. Je pense que ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que le travail, c'est toujours important, mais c'est un élément parmi d'autres. Et donc, l'équilibre vie perso, vie pro, l'organisation personnelle, professionnelle. Alors, c'est sorti très fortement avec le Covid. Le télétravail, pour ceux qui peuvent télétravailler, c'est aussi un élément, mais il y a des attentes très fortes par rapport à ça. Aussi un changement, on en parle moins sur cet équilibre vie pro, vie perso, et même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, mais il y a quand même un partage homme-femme qui est plus important et qui fait qu'avant, voilà, ça ne posait pas de problème à un homme de rester tard le soir au boulot, parce qu'il savait qu'en rentrant, le dîner serait prêt, les enfants seraient lavés, voilà, il ferait de bisous. Et puis, voilà. Aujourd'hui, alors, c'est encore un peu vrai, mais un peu moins. Et que donc, voilà, on a aussi besoin de rentrer un peu plus tôt parfois pour s'occuper des enfants. Voilà, et ça joue aussi dans la place du travail dans l'équilibre global.
Donc il y a aussi des attentes vis-à-vis de ça. Et puis il y a la question de l'utilité. Voilà, je pense qu'on en a déjà parlé. Tout le monde veut aujourd'hui, enfin en tout cas, je sais pas si un travail qui a du sens. On en comprend la finalité. On a du pouvoir dessus, c'est-à-dire on a une certaine autonomie, en tout cas une capacité à agir sur son travail. Enfin, on attend ça. On veut un travail qui soit utile à la société, ou au moins qui ne soit pas négatif ou destructeur pour la société. Voilà. Et toutes ces attentes-là, l'entreprise y répond pas, ou plus ou moins, ou dans certains cas oui, dans certains cas non. Mais en tout cas, ces attentes-là, elles montent en force et elles font que elle peut générer un phénomène de vue du côté des entreprises, soit de retrait des salariés, soit ce qui peut apparaître comme une forme de désengagement ou de volatilité, mais qui est lié simplement à des attentes qui sont toujours très fortes, qui sont différentes et auxquelles l'entreprise a besoin de s'adapter et d'être en capacité de réponse, qu'elle n'est pas toujours en capacité de faire aujourd'hui, même si certaines commencent un peu à y réfléchir et à évoluer par rapport à ça. Très bien. Alors, Julien Ada, un travail qui a du sens. Vous œuvrez dans un secteur qui valorise l'agriculture durable, les circuits courts, l'insertion par l'activité économique. Est-ce que c'est un moteur pour attirer des nouveaux profils? Est-ce que, par exemple, on pense à ces bifurqueurs, ces jeunes étudiants d'école d'ingé ou d'agro qui, tout d'un coup, veulent faire autre chose? Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez? Oui. Non, dans une certaine mesure, hein, ça reste ces bifurcations qui ont été médiatisées par certaines interventions restent anecdotiques dans les trajectoires des grandes écoles. Enfin, elles sont signifiantes, mais oui, vous m'avez dit agriculture durable. Non, alors nous, on fait de l'agriculture biologique. Voilà. Pardon. Non, je le précise parce qu'on dirait que c'est devenu un gros mot. Voilà, agriculture biologique, on n'en parle plus. C'est agroécologie, agriculture durable. Il y a eu un travail de sémantique des lobbies qui a été vraiment remarquable. Mais je dis pas ça pour vous. Non, parce que Alter Eco, on dit biologique autant que durable. Durable, c'est aussi emploi durable, pérenne, mais en agriculture, biologique, durable, ça nous va très bien. Voilà, parce que ça ne veut rien dire en fait. Agriculture durable, en agriculture, voilà. Il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas de. Donc oui, on a des demandes une attractivité, c'est certain. Mais alors, il faut distinguer celle des jardins de Cocagne de celle de la tête de réseau. C'est pas encore les mêmes dimensions. Paradoxalement, on est en pénurie permanente d'encadrants techniques et de chefs de culture. Donc là, il y a tout un sujet sur le salariat agricole et le travail agricole qu'il faut, en termes de filière de recrutement et de changement symbolique du travail, où effectivement, au lieu d'être un exploitant agricole, on devient un salarié agricole sans être forcément un ouvrier agricole. Donc il y a une redéfinition de la notion du travail dans nos associations. Ce sont des fermes qui sont associatives, donc en fait elles n'appartiennent à personne. Et c'est là qu'on retrouve un des fondements de l'ESS, en fait, c'est qu'il n'y a pas de propriété privée des outils de production. Et ça, c'est assez remarquable et assez intéressant. On se demande même si aujourd'hui, ça ne pourrait pas être une perspective intéressante pour l'agriculture de proximité que d'imaginer des formes associatives de fermes non colcosiennes, productives, etc., mais qui relèvent de communs, en fait, gouvernés territorialement, etc. Ce sont des perspectives qui permettraient peut-être, là aussi, de repenser l'attractivité de nos métiers dans l'ancrage territorial, la façon dont les gens vont s'investir de différentes façons, dans l'engagement. Voilà, parce que le travail associatif, il y a un continuum en fait d'engagement dans le travail avec du volontariat, du bénévolat à différents niveaux, du service civique, du salariat, des emplois aidés, etc. Donc c'est très très large comme acception, et on retrouve toutes ces dimensions à l'intérieur de nos structures pour faire cohabiter les différentes formes de travail au sein de la structure associative. Donc pour nous, la question du travail, effectivement, c'est pas celle de l'emploi en fait. Oui. Alors d'ailleurs, on a un blog qui s'appelle comme vous, là, C'est quoi ce travail? On a fait un forum en 2017 sur C'est quoi ce travail, mais j'y reviendrai parce qu'il a été fondateur de notre démarche ensuite d'études d'action sur la psychodynamique du travail dans nos structures. Allez-y, développez peut-être maintenant en 2 minutes. Oui, alors en fait, je me souviens de on était à l'abbaye de Fontevraud, c'est un très bel endroit. C'était la prison où Jean Genet a passé pas mal de temps apparemment. Et
Et il y avait ce forum où il y avait 300 personnes de nos structures, donc des assistantes sociales, enfin, on appelle ça des accompagnatrices socio-professionnelles, des encadrantes et encadrants techniques, maraîchers, des directions, des bénévoles, etc. Donc toutes les différentes formes de travail. Et puis, on a fait venir Christian Dutertre, qui est un des fondateurs du laboratoire Artemis, avec lequel on fait nos actions aujourd'hui. Et il s'est mis à parler de la situation de travail. Il avait expertisé déjà dans un jardin sa vision, etc. Et petit à petit, il a trouvé des mots pour expliquer que on était toujours insatisfait dans la façon de faire notre travail, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la reconnaissance de ce qu'on appelle le travail réel en psychodynamique du travail, c'est-à-dire la différence entre le prescrit, dont on a parlé ici, tout ce qui relève des process, de la fiche de poste, des objectifs chiffrés, etc., et du travail réel qui, là, va être défini par la capacité d'autonomie, d'adaptation de la personne et toute la dimension relationnelle qu'on appelle immatérielle de son travail, c'est-à-dire celle qui ne se voit pas, celle qui n'est pas reconnue, etc. Et là, il y a une pression particulière sur les métiers du social par rapport à ça, puisqu'il y a une logique de financiarisation, c'est-à-dire en fait d'objectivation par le chiffre et la rentabilité du travail social, alors que le travail social est justement relève de l'immatériel, de compétences immatérielles et non pas de stratégie de gestion de flux, en fait, de personnes entrées, sorties, reporting, etc. Donc, on entendait une mouche voler dans la salle. Là, j'ai senti une. C'est rare qu'à ce point-là, chacun se sentait intimement touché par ce qui était en train d'être dit, quoi, en disant ah ouais, c'est ça en fait. Et là, c'est pas l'analyse par les ressorts de la souffrance au travail. On en a parlé, ça génère de la souffrance au travail, etc. Mais c'est tout à fait autre chose qui a pu être observé par. J'ai oublié son nom. Du tertre. Non, son mentor, si je puis dire. Christophe Jour, merci. Remarquable psychiatre, enfin psychologue, en tout cas du travail, sociopsychologue du travail, Christophe Dejour, qui a montré ça à l'hôpital ou dans d'autres institutions, à l'éducation nationale ou autres, etc., où on observe exactement les mêmes phénomènes, c'est-à-dire en fait de non-reconnaissance du travail réel. Donc à partir de là, on s'est dit, quand on a eu l'impression que ça faisait parmi les gens qui sont chez nous, enfin, on s'est dit, il faut qu'on travaille là-dessus, quoi, parce qu'il y a toute évidence. Voilà, je pourrais expliquer plus tard comment on a fait. Très bien. Alors Thomas Coutreau, on va parler aussi des spécificités de l'ESS. En quoi est-ce un modèle plus démocratique? On a le sentiment qu'effectivement, il y a un management plus horizontal, il y a des structures où on partage le pouvoir, dans les coopératives notamment. Donc, est-ce que c'est un modèle qui peut apporter des choses, enfin, pour redonner du sens au travail? Alors déjà, il faut quand même bien prendre conscience de l'hétérogénéité énorme de ce qu'on appelle l'ESS. C'est-à-dire ça va du crédit agricole, qui est quand même pas un modèle de non, c'est pas la dernière des scopes. Démocratie et d'horizontalité au travail, qui se différencie fort peu des banques capitalistes les plus classiques, jusqu'à effectivement des coopératives extrêmement égalitaires, militantes et très engagées dans l'écologie, les territoires, etc. Donc c'est vraiment sous la rubrique ESS, en fait, on mélange un peu des choux et des carottes. Donc, si on parle vraiment de ce que j'appellerais plutôt l'économie solidaire, c'est-à-dire la fraction donc, quand on dit 10% de l'emploi, on inclut toutes les grandes structures coopératives, agricoles, banques mutualistes, voilà, etc., qui n'ont pas grand-chose à voir quand même avec un projet politique émancipateur. Bon, je le dis brièvement, mais voilà, il faut quand même je ne saurais pas dire quelle est la fraction de l'emploi dans l'ESS qu'on pourrait qualifier de porteuse d'un projet politique émancipateur, mais ce n'est pas 10% de l'emploi. C'est peut-être 5 fois moins. Enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est important de dire ça quand même pour ne pas donner trop d'illusions sur l'ampleur de ces ferments démocratiques et émancipateurs aujourd'hui présents dans notre tissu économique. Donc ça existe et c'est intéressant. C'est des formes de gouvernance, effectivement, non lucratives, mais vraiment avec un projet politique égalitaire qui peut être un projet écologique, un projet social, un projet de territoire, un projet d'insertion, un projet. Il y a des tas de natures de projets différents, mais qui n'est pas fondamentalement un projet commercial ou financier. Et donc qui va avec des formes de
gouvernance, plus démocratique, alors notamment dans le système coopératif. Hein, il n'y a pas d'actionnaire, ou plus exactement, les sociétaires sont tous à égalité, c'est-à-dire que quel que soit le capital investi dans une coopérative, chaque individu vaut une voix. C'est un homme ou une personne, une voix à l'Assemblée générale. Donc ça, c'est vraiment un principe très important, peut-être même constitutif, de ce qu'il y a d'original dans l'économie solidaire, je dirais. Après, ça ne résout pas tous les problèmes. Hein. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup, mais y compris de coopératives, donc qui fonctionnent avec ce principe une personne, une voix, où il y a des formes d'organisation du travail très hiérarchiques, très traditionnelles, avec des chefs, des directeurs. Alors, les directeurs sont élus par l'Assemblée générale, mais une fois qu'ils sont élus, ben, ils dirigent leur coopérative comme des patrons à peu près ordinaires. Hein. Alors, de façon moins violente, parce qu'il y a beaucoup moins de licenciements, c'est beaucoup plus rare, hein, licencier, enfin, dans les coopératives, ça ne se fait pas. Mais voilà, au quotidien, ça peut être des rapports assez hiérarchiques, assez autoritaires. Voilà, c'est pas parce qu'on est en coopérative que c'est les bisounours et que tout le monde est à égalité en pratique dans l'organisation du travail. Donc on peut avoir des formes d'intensité du travail, des formes des maladies professionnelles importantes, voilà, des formes d'épuisement professionnel. Alors il y a un autre aspect qui est prégnant dans beaucoup de structures de l'économie solidaire, c'est un surengagement. Parce qu'on a une mission, on a quelque chose auquel on croit, on est tous dans le même bateau pour le même objectif. Et donc, il y a une tendance fréquente dans les associations, dans les coopératives, à plus compter ses heures, hein, puisqu'on est au service d'un projet qui est enthousiasmant, qui est mobilisateur, à plus compter ses heures, à plus ménager ses efforts. Et finalement, d'une certaine façon, beaucoup de dirigeants ou de managers des organisations de l'ESS vont miser sur cet engagement des salariés, quelque part, pour pousser le bouchon un peu loin. Alors, on ne va pas parler d'exploitation, parce qu'il n'y a pas enfin, rarement des bénéfices économiques directement tirés de ces heures de travail et de ces bas salaires aussi, parce qu'on a pu montrer que dans l'économie sociale et solidaire, en moyenne, les salaires sont plus faibles que dans le secteur privé, à secteur métier identique. Hein. Donc il y a aussi le sens, la finalité positive du travail, elle se paye aussi elle est compensée d'une certaine façon par des rémunérations plutôt plus faibles, mais surtout des conditions de travail, une durée du travail, un engagement dans le travail qui est parfois sans limite, qui peut déboucher sur des burn-out, des crises aiguës. Moi, je ne compte plus les associations ou les partis politiques ou les structures, les coopératives dans lesquelles des crises très brutales explosent parce que tout d'un coup, les gens disent non, trop, c'est trop. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de régulation. Finalement, on s'assied quelque part sur la réglementation, sur le code du travail, sur la durée légale du travail, sur les heures, la réglementation sur les heures supplémentaires. Tout ça passe à la trappe au nom de on est tous dans le même bateau, au nom de c'est pour la bonne cause. Hein. Il y a un excellent bouquin de Simon Cotin-Marx qui est titré comme ça, c'est pour la bonne cause, où il décrit très bien ça. Et donc, ça veut dire quand même que voilà, ce n'est pas la recette miracle. Ce n'est pas parce qu'on a des finalités d'utilité sociale que nécessairement ça résout tous les problèmes du travail. Donc, il faut être très attentif aux règles qu'on se donne pour l'organisation du travail, aux limites qu'on se donne dans l'intensité et la durée du travail, aux objectifs qu'on fixe aux salariés. Donc, il y a besoin d'un management très professionnel et d'une participation des salariés vraiment aux décisions d'organisation du travail, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui dans beaucoup de structures. Donc, un homme, une femme, enfin, égale une voix, ça ne suffit pas. Et c'est parce que normalement, en théorie, on peut révoquer si on n'est pas d'accord avec le comité de direction, on peut révoquer à tout moment. Donc oui, ça bien sûr, en théorie, mais en pratique, si vous voulez, dans les organisations, se créent des phénomènes. Il y a des gens qui sont plus charismatiques, qui sont plus compétents aussi, hein, objectivement, enfin, qui ont une étendue de connaissances et de qualité, voilà, qui font que on les écoute plus que les autres. Et donc, des phénomènes d'inégalité de pouvoir se développent dans toutes les organisations, même si formellement, c'est des organisations démocratiques, on sait bien qu'il y a des phénomènes de pouvoir qui se créent et qui peuvent avoir des effets pervers. Alors Thomas, vous ne donnez pas trop envie de travailler dans l'économie sociale. Non, je plaisante, mais Francis Lévy. Oui, je vais rebondir. Alors peut-être je vais repartir parce qu'en fait Thomas a donné les limites
presque avant de donner en quoi l'économie sociale et solidaire pouvait être une réponse. Donc je vais repartir des limites et puis je vais essayer de remonter quand même, de positiver un peu les choses. Non, Donc, mais dites-nous aussi ce que sont les groupements d'employeurs, parce que vous en avez parlé tout à l'heure et je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un GEC ou un groupement d'employeurs. J'y viens peut-être après. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Donc, effectivement, hein, le fait de faire partie de l'ESS, ça n'exonère pas de problématiques d'organisation et de management. Et effectivement, il peut y avoir une tendance à instrumentaliser le sens, justement. Voilà, on est là pour la bonne cause, pour une bonne œuvre, et donc on peut l'instrumentaliser et on peut avoir un management qui l'instrumentalise. À la décharge aussi des responsables de ces structures, c'est des structures qui sont pour une grande partie qui vivent sur des fonds publics. On y reviendra au moins en partie sur des fonds publics, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc avec, en ce moment, plus que jamais, des craintes sur ces financements, avec très peu de visibilité sur la pérennité des financements. Donc tout ça, ça induit forcément de la tension, au-delà de la tension managériale. Mais au-delà de la pratique, hein, qui est, voilà, comme tout le monde, il y a du gris clair et du gris foncé, hein, dans l'ESS comme partout, mais il y a un certain nombre de principes qui sont à la base de l'ESS, qui semblent intéressants et qui peuvent peut-être éclairer, et y compris aussi éclairer l'économie traditionnelle. Et ces principes-là, on les a cités, hein, mais c'est une forme de gouvernance démocratique, même si la démocratie dans la gouvernance n'associe pas forcément les salariés. C'est le cas dans les coopératives, mais ce n'est pas le cas dans les associations, par exemple, hein. Voilà, mais en tout cas, il y a une gouvernance qui est démocratique, et donc il y a un nombre de personnes qui sont associées à la prise de décision et qui sont normalement capables, voilà, de prendre un peu de hauteur et un peu de recul et d'avoir une vision de long terme par rapport à la prise de décision. Le fait qu'on n'est pas sur un objectif d'abord de dégager du bénéfice, on n'est pas sur un objectif de profit, ou même s'il peut y avoir du bénéfice, il doit être en partie ou largement réinvesti dans la structure. Donc on est quand même sur des logiques de moyen ou de long terme, et pas dans la rentabilité immédiate, même si voilà, il faut être économiquement viable, on a un budget, il faut le respecter. Mais donc on est quand même sur des projections de plus long terme. Et puis le troisième élément, c'est que, à condition qu'on n'en abuse pas, effectivement, on sait pourquoi on est là, et la recherche du profit n'est pas le premier moteur. Voilà. Et donc ces trois éléments-là, qui sont quand même constitutifs de l'ESS, c'est des éléments qui donnent du sens, qui permettent de se projeter, qui ne mettent pas la recherche du profit en priorité. Et des éléments, ou une partie de ces éléments-là, sont repris d'ailleurs par des entreprises classiques. On parle aujourd'hui d'entreprises à mission. Les entreprises à mission, c'est bien l'idée de mettre au cœur de l'entreprise. Alors, ça se discute beaucoup, hein, dans le monde de l'ESS. Est-ce que ça fait partie, enfin, voilà, bien, pas bien, mais en tout cas, même si ça peut se discuter, il y a quand même l'idée de mettre dans le cœur de la mission de l'entreprise un objectif qui n'est pas simplement un objectif de profit, mais qui est un objectif sociétal. Donc voilà, donc il y a l'ensemble de ces dimensions-là qui sont importantes. Et puis après, notamment sur les groupements d'employeurs, l'ESS propose aussi ou invente des formes d'organisation de l'emploi, des nouvelles formes d'emploi, et le labo de l'ESS avait fait un travail il y a quelques années sur les nouvelles formes d'emploi qui peuvent aussi répondre à des formes différentes de rapport au travail. Alors j'en citerai deux, hein, que sont les groupements d'employeurs et les coopératives d'activité et d'emploi, qui sont en fait une manière, à partir de répondre un peu à la fois à l'individualisation du travail, au souhait d'avoir davantage d'autonomie dans son travail, de varier les expériences, mais en même temps d'avoir besoin de sécurité et d'avoir besoin d'un collectif. Ce sont des formes qui permettent, sur un groupement d'employeurs, en fait, de partager de l'emploi entre une ou plusieurs entreprises. Donc en fait, on est salarié du groupement et on va être mis à disposition d'une ou plusieurs entreprises de manière, je dirais, avec plusieurs temps partiels. Hein. C'est une manière de composer des temps partiels ou de composer des emplois saisonniers pour faire des temps pleins. Et donc, ça permet de casser un peu cet aspect hiérarchique. On a un patron, une entreprise, de travailler pour plusieurs entreprises, de varier les expériences, mais d'avoir la sécurité grâce au groupement d'employeurs. Et les coopératives d'activité et d'emploi qui regroupent en fait des travailleurs indépendants. Donc, on a beaucoup mis en avant, hein, la micro-entreprise, l'auto-entreprise, mais les auto-entrepreneurs, ils sont tout seuls
face à leur boulot, à leurs clients, etc. La coopérative d'activité et d'emploi, ben, ça recrée un collectif. Alors ça, à la fois, ça transforme une facturation en salaire, donc ça redonne une sécurité à un emploi salarié, mais aussi ça recrée un collectif. Et ça, c'est des formes d'emploi, des nouvelles formes d'emploi qui sont portées par l'ESS et qui répondent à des nouvelles attentes, des nouvelles formes de travail, des nouvelles relations au travail, et qui, voilà, je pense, sont très porteuses d'avenir. Alors, Julien Dave, vous me disiez quand même en préparant cette rencontre que le travail social était en crise, qu'il y avait quand même une mise sous tension de tous les modèles économiques, que vous aviez des exigences de rentabilité. Alors là, est-ce que c'est compatible avec les valeurs de l'ESS? Aujourd'hui, je crois qu'on a atteint nos limites, hein. Donc, la Fédération des acteurs de la solidarité l'a dit lors des journées du travail social à Nancy, en présence du président du Haut Conseil au travail social, le maire de Nancy. Les rapports sont là. Parce que l'emploi associatif, c'est plus de 2 millions de personnes en France, donc ça fait plus de 75% de l'ESS, hein. Donc c'est une question très associative, l'emploi ESS. Et c'est très pyramidal, hein, c'est-à-dire que la base de la pyramide, c'est le social et le médico-social, hein, qui fait. Voilà, donc ce sont des gens qui sont dans des situations administrées de travail, hein. Ça peut être une clinique, un EHPAD, etc., etc. Donc là, on est sur des sujets qui sont quand même plus proches des enjeux des services publics, par exemple, hein, ou de. Voilà, donc les phénomènes de surtravail qu'ils peuvent vivre sont les mêmes qu'on va retrouver à l'hôpital, ou etc., etc. Bon, ceci dit, on a quand même vu récemment la preuve que le choix de privatiser les EHPAD, qui s'est fait il y a 10-15 ans ou plus, etc., a amené au scandale du groupe Corian, etc. Bon. Donc, Orpea. Enfin, c'était Orpea. Orpea. Ah zut, j'ai dit que j'ai pas dit. Je suis pas encore concerné, hein, je m'excuse auprès du. Non, mais ils ont été aussi visés, mais c'est vrai que Voilà, le gros je m'en doutais. du bouquin de Victor Castanet, c'est Orpea. Voilà, donc on voit quand même que le choix de la privatisation, évidemment, renforce les effets de la financiarisation sur l'organisation du travail. C'est évident. Alors qu'il peut y avoir des résistances dans le médico-social associatif, tout simplement parce qu'on a des gouvernances plurielles qui sont parfois issues du monde catholique, par exemple, hein. On connaît des groupes à Paris où les EHPAD sont gérés par des bonnes sœurs. Enfin, voilà, donc c'est quand même pas la même sociabilité que des financiers. Bon, voilà, ceci dit, ils sont sous tutelle, donc ils dépendent effectivement. Voilà, donc il y a cette crise qui est un peu structurelle et qui est liée aux effets de la financiarisation sur tous les champs du soin et du champ associatif qui était jusque-là un peu épargné par ces effets-là. Donc il y a un entrisme du secteur marchand et donc des modes d'organisation du travail du secteur marchand. Et ce qui est plus troublant quand on vit ça de l'intérieur dans le monde associatif, c'est de voir comment les pouvoirs publics ont complètement intériorisé les nouveaux taylorismes, le New Public Management, c'est-à-dire par le chiffrage, etc. Et donc, du coup, font peser sur nous la prescription de l'organisation capitaliste du travail. Bon, que ça vient d'un système marchand qui entre dans le champ, ça je peux l'entendre, mais par contre que ça vienne des autorités qui ont la responsabilité de l'intérêt général, ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà, donc concrètement, notre métier aujourd'hui, nous, en tant que directeur de structure, c'est de passer notre temps à répondre à des appels à projets. Donc, c'est-à-dire ça segmente le financement, comme ça segmente les missions qui vont parfois devenir cumulatives pour un même salarié. Voilà, donc on est traversé très concrètement par ces dispositions du New Public Management, quoi. Et donc, de ce point de vue, on est pour eux. On est pour eux. Bon, évidemment, là, je suis là pour parler d'enjeux qui sont compliqués pour nous. Je pourrais raconter de si belles histoires, hein, mais aussi, peut-être, ce serait pas mal aussi. Pour rencontrer des gens, je raconterai des belles histoires. Je rajouterai des belles histoires. Non, mais tout à fait, parce que voilà, c'est quand même important d'expliquer les phénomènes infrastructurels économiques qui pénètrent le champ de l'ESS et comment l'ESS parfois va surjouer ces éléments-là, notamment sur la notion d'entrepreneur social. Hein, donc là, on retrouve les mêmes logiques de responsabilité individuelle, de leadership, etc. Et on va retrouver ça aussi sur les entreprises au management dit libéré ou je sais pas quoi, enfin bref, toutes ces. Les entreprises libérées, ouais. Voilà, enfin tout ce qui va nous obliger à nous mettre à la page, en fait, etc. Donc
là, nous, on pense, notre métier à nous, ce qui est intéressant, c'est que notre métier à nous, c'est de remettre le travail dans la vie des gens. Donc, on est post les phénomènes évoqués ici, notamment les inaptitudes au travail, les personnes en situation de précarité, BRSA, chômeurs de très longue durée, réfugiés statutaires, personnes sous main de justice, etc., personnes sous addiction, etc., où là, effectivement, le travail est très loin, parce que c'est précisément le travail souvent qui a broyé ces gens. Donc on est dans un dilemme là. Quand on est une association, le but, c'est de redonner aux gens l'envie de vivre, et par ailleurs, de retourner au travail, précisément celui qui les a maltraités ou enfin, pas toujours satisfaits, on va dire. Donc là, on est quand même dans un dilemme du travail social, de l'insertion, qui n'est pas simple pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que, effectivement, pour nous, il faut maintenant penser le travail dans l'ESS par rapport à quel projet de développement économique a l'ESS par elle-même, notamment dans un enjeu de transition économique et sociale. Nouveaux métiers, nouvelles compétences, nouvelles urgences, etc. etc. De ce point de vue, on a des expérimentations, des programmes, etc., qui sont quand même assez poussés aujourd'hui. Voilà, donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on est parti de la souffrance au travail, cette différence entre le réel et le prescrit qui parle à tout le monde. On a mis en place des groupes réflexifs, c'est-à-dire des groupes accompagnés où les personnes se livrent sur la façon dont elles vivent leur travail, avec souvent des relations d'intimité avec leurs personnes, avec leur famille, etc. Mais ce n'est pas des groupes d'analyse psychanalytique, hein. C'est rester concentré sur la notion de travail. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un autre élément du perte de sens au travail. Je me souviens d'une directrice super dynamique qui disait « je m'ennuie ». Mais qu'est-ce que je m'ennuie? On ne s'attendait pas du tout à quelqu'un. Donc la perte de sens au travail, ça peut se traduire par une personne qui finalement va s'ennuyer, c'est-à-dire qu'on lui enlève la part créative de son travail qui lui donne du sens pour lui faire faire à 90% le travail subi, prescrit, qui procède précisément des relations contractuelles avec les pouvoirs publics, les fondations, etc. etc. Donc au final, on s'ennuie même, malgré le fait qu'on est sur une ferme, que tous les jours, il y a des gens qui sont hyper intéressants dans leurs histoires de vie, etc. etc. Donc ça va jusque-là, quoi, hein, avec au final, pour le travail social, peut-être des gens qui vont lâcher l'affaire. Enfin, moi, j'ai entendu ça au journée du travail social, etc. À quoi bon, quoi, hein? C'est vraiment. Alors certains se mettent en groupe, font eux-mêmes des groupes réflexifs, ils ont écrit un bouquin, etc. pour demander qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant, c'est le lien que nous faisons grâce à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, en tout cas dans cette logique-là, entre la révélation du travail réel, notamment toutes les ressources immatérielles que les gens vont pouvoir révéler et qui ne se voient pas, la capacité de faire de la relation sociale, de la convivialité productive, de l'adaptation, etc., tout ce qui n'est pas reconnu, le faire reconnaître et à partir de là, s'interroger sur quel est notre modèle économique qui doit changer l'organisation du travail en conséquence. Là, je pense qu'on est sur des pointes de l'ESS qui sont parmi les plus intéressantes. Ce n'est pas moi qui l'ai mis en place, hein, j'accompagne. Donc, par exemple, nous, ça s'est traduit par un sujet simple. On était sur un trend. On fait 1 400 000 paniers par an, on a 700 hectares, 100 fermes, etc. On était parti bille en tête sur dessert, augmenter la rentabilité à l'hectare, du volume, etc. Et cette réflexion sur la souffrance au travail et l'écart entre le prescrit et le réel sur le travail social, hein, y compris celui de l'encadrant technique, qui doit cracher du légume, mais qui en même temps va tous les jours sur le champ, dans la serre, adapter la personne par rapport à l'itinéraire technique. C'est un travail fabuleux à voir, hein. C'est de donner confiance, de regarder ce qui marche le mieux, etc. Enfin, dans le rapport au vivant, ça marche très bien. Et là, on s'est dit, eh ben, finalement, si on continue la course au volume, on continue de prescrire une situation liée à un enjeu de rentabilité et donc de productivité, etc. Et à partir de là, on s'est dit, bah, finalement, le basculement le plus intéressant dans l'économie de la fonctionnalité, c'est le service. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut produire comme service de territoire à partir des ressources immatérielles qui sont les nôtres et qui jusque-là n'étaient pas vues. Donc ça développe par exemple le champ de l'action sociale chez nous sur toute la réforme de l'aide alimentaire. Animation culinaire, etc., bien vivre alimentaire, quartier politique de la ville, zone rurale, etc., etc. Et on a très largement développé ça. Éducation à l'environnement, jardin potager pédagogique, etc. Où là, des personnes qui sont en situation d'insertion, mais qui ont 6 mois, 1 an de pratique de la bio haut niveau, vont pouvoir aller former
des gens comme vous et moi à un jardin potager, accompagner un parcours scolaire, etc. Et ça revalorise terriblement, formidablement, ils deviennent sachants, quoi. Ils deviennent aidants alors qu'ils sont aidés, quoi. Donc ça renverse symboliquement. C'est ce qu'on fait à travers les tiers-lieux, notamment, hein, où on les change, où ils sont en face du public. Être en face du public, c'est le développement, c'est la révélation de sa compétence immatérielle. Parler des légumes, savoir quoi en faire un atelier, créer une convivialité, organiser la visite du jardin, etc., jusqu'à des nouveaux métiers. Et la chute finale de cette stratégie de renversement de l'organisation tayloriste et financiarisée du travail, c'est effectivement aller jusqu'à la création de véritables économies locales en système coopératif et écosystémisé. C'est-à-dire, on maille les interventions des associations les unes par rapport aux autres et on génère un tissu de nouvelles activités où les postes, les missions, etc., sont partie de la révélation des besoins. Je finis juste sur une histoire, puisqu'il en fallait une. Je pense près d'Orléans, le Nord-Loiret. Alors, le Nord-Loiret, ils se sont tous dit qu'il fallait mettre des entrepôts Amazon, etc., que c'était machin. Figurez-vous, quand même, pour la petite histoire, hein, du directeur général des services du département, les gens d'Amazon sont venus les voir en leur disant « On va organiser des bus de la Seine-Saint-Denis pour déplacer les gens de la Seine-Saint-Denis. On va faire des campings en mobil-home, et comme ça, ils passeront la semaine à côté de l'entrepôt dans le Loiret. » C'est quand même, voilà. Donc, genre, alors, je dis que les gens de la Seine-Saint-Denis travaillaient déjà, hein, par ailleurs, en particulier dans la logistique. Mais enfin, vous imaginez qu'on prend les gens, on les trimballe comme aux États-Unis dans un camping, et puis voilà. Et là, ils ont développé évidemment une toute autre approche de maillage territorial, de tiers-lieux alimentaires, etc. Et je pense effectivement à l'accompagnement d'une personne, un ancien taxi parisien, brisé, etc. Et en discutant, parce que finalement, la relation, c'est de découvrir l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, pourquoi il est là, qu'est-ce qui lui plaît. Et d'un coup, il révèle sa passion pour les volatiles. En fait, c'est un adorateur des oiseaux, etc. C'est sa passion, etc. Ni une ni deux, ils ont commencé à travailler sur un petit élevage de poules pondeuses, voir comment ils pouvaient le tenir, etc. Et petit à petit, sa trajectoire sortie de l'insertion a été de créer des mini-fermes d'élevage de poules pondeuses bio, en lien direct avec le jardin. Donc voilà, c'est retrouver chez la personne ce qu'il aime le plus et voir comment, à partir de ses fragilités, ça peut devenir un élément du maillage territorial de relocalisation de l'alimentation. Voilà. Il y a la même chose sur les ruchers qui a été fait là-bas, par exemple. Voilà. Très bien, merci pour ces belles histoires. Mais je vous voyais réagir à Francis Lévy quand vous parliez, Julien, de New Public Management. Oui, mais en fait, c'est pour faire un petit peu le lien avec ce que vient de dire Julien. Je pense que si on veut revenir à la question, c'est-à-dire en quoi l'économie sociale et solidaire peut répondre à la crise, je pense que l'exemple qui vient d'être donné là, c'est qu'en fait, une des manières de répondre à la crise du travail, c'est de se réinterroger à la fois sur qui on est et quel est le sens de ce qu'on fait, quelles sont nos missions et quel est le modèle économique, et notamment avec l'idée de... alors, je ne sais pas si on peut se détacher complètement, mais en tout cas, de se réinterroger par rapport à la dépendance au financement public. C'est-à-dire que l'ESS, c'est une grande partie des assos, hein, tu viens de le dire, dont beaucoup remplissent une mission de service public ou quelque chose qui s'en approche, en tout cas répondre à un objet d'utilité sociale pour lesquels ils perçoivent un financement public. Et cette dépendance-là, elle crée effectivement, elle a un impact sur l'organisation du travail, ça vient d'être dit. Elle a un impact sur la visibilité qu'on a sur les financements. Et donc, réinterroger ça, c'est absolument indispensable. Alors, nous, on le fait au niveau des GEC parce que même si on est essentiellement financé par les entreprises, il y a un petit bout de financement public qui aujourd'hui est remis en cause. Et ce petit bout, parfois, c'est celui qui fait l'équilibre économique des structures. Donc, s'il disparaît, ça réinterroge, hein, même si c'est 5%, 5%, voilà, le résultat à la fin de l'année, c'est pas 5%. Donc, si on supprime les 5%, on supprime le résultat. Voilà. Et du côté des pouvoirs publics, il y a un vrai sujet sur la manière dont ils gèrent, alors que ce soit l'État ou les collectivités locales, hein, gèrent
par des appels à projets. En fait, on est sorti d'un historique, alors ça fait déjà un moment, de subventions qui étaient accordées de manière récurrente tous les ans. Et c'est vrai que, peut-être à juste titre, hein, l'État, les collectivités locales ont voulu reprendre la main sur des subventions en disant mais comment elles sont utilisées, pourquoi. Il y avait un côté un peu inaliénable, hein, et quand les assos qui étaient subventionnés ne faisaient pas leur boulot correctement, c'était toujours difficile de revenir en arrière. Donc on s'est dit, bah, des appels à projets, on peut remettre en cause, on peut réorienter les politiques, on peut évaluer. Sauf que l'impact derrière, il est énorme parce que, bah, tu l'as dit, c'est-à-dire que les assos passent énormément de temps à répondre à des appels à projets, à faire des bilans d'appels à projets, qu'il faut des cofinancements, donc on est sur des montages extrêmement compliqués, ça occupe plein de monde, hein, et d'argent public, de répondre aux appels à projets, de faire les bilans des appels à projets, etc. Qu'en plus, ils sont souvent annuels, et que donc, voilà, tous les ans, tout est remis en cause, donc ça crée aussi de la précarité au niveau de l'emploi. Donc il y a un vrai sujet du côté de l'ESS de réfléchir à son modèle, à ses missions, au service de qui on est. Nous, on se redit, ben, on est d'abord au service des entreprises, donc il faut d'abord réinterroger les entreprises sur ce qu'ils attendent des GEC. Voilà, pour d'autres structures, c'est différent. Et vis-à-vis des pouvoirs publics, alors certains le font un peu, mais voilà, réfléchir à des engagements de plus long terme, sur des formes qui s'apparentent plutôt à de la délégation de services publics que voilà, de la réponse à des appels à projets, aussi pour que les acteurs puissent se projeter, puissent être sur du moyen ou du long terme, qu'on passe moins de temps voilà, à faire des bâtons pour compter qui a fait quoi à quel moment, et plus de temps à être utile et efficace sur le terrain. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu, et du côté de l'ESS et du côté des pouvoirs publics, pour aller dans cette direction-là. Alors, je ne vous cache pas que là, tout de suite, Oui. on n'y est pas, mais bon, il ne faut pas désespérer. Non, et surtout qu'il y a un débat budgétaire qui prévoit des coupes dans les budgets. J'imagine que ça vous inquiète. Alors, nous, oui. Alors, on n'est sûrement pas encore une fois, on est impacté, mais on n'est pas forcément les plus impactés parce que bah, nos groupements sont d'abord des outils d'entreprise et que c'est d'abord les entreprises qui les financent. Ceci dit, bah, si les financements publics baissent, on va être obligé de faire davantage contribuer les entreprises, et on a des secteurs où elles pourront. Voilà, je veux dire, dans l'industrie, si on leur augmente de 50 centimes ou d'1 euro l'heure de mise à disposition des salariés, vu la masse, le poids que représentent les salaires dans, dans les charges d'une entreprise industrielle, ce n'est pas très important, ils pourront l'assumer. Dans les aides à domicile, ils ne pourront pas. Voilà, très clairement. Dans le médico-social, ils sont déjà sous tension, ils ne pourront pas. Donc ça veut dire, bah, derrière, moins d'accès à l'emploi, moins de formation, moins de qualification. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qui sont évidemment sous tension et qui posent problème aujourd'hui, et sur lesquels, bah, comme toutes les structures, on essaye voilà, de comprendre pour quelles raisons, bah, on sait pour quelles raisons globalement, mais en tout cas pour quelles raisons tel ou tel arbitrage est fait, et quitte à faire des arbitrages, voilà, et la question du regard un peu sur l'utilité des structures et de ce qu'on en attend, plutôt que des coupes budgétaires qui se font parfois sur des critères difficilement compréhensibles, et c'est un euphémisme. Thomas Coutreau, avant de vous donner la parole au public, je voulais qu'on termine sur le travail. Est-ce qu'il existe des espaces où on peut discuter de l'organisation du travail, justement? Vous parliez d'innovation en termes, par exemple, convention collective, de l'aide à domicile, qui justement crée ce genre de choses pour discuter du travail. Oui, alors par exemple, dans les services d'aide à domicile, il y a une crise, hein, du recrutement, une crise de la stabilisation des salariés. Il y a des démissions massives et beaucoup de structures, d'associations se posent la question de comment faire face, hein, comment attirer et retenir les salariés. Alors, il y a des tentatives de réorganisation du travail expérimentale, hein, en ce moment, mais qui semblent donner des résultats plutôt positifs, où on va donner beaucoup plus d'autonomie aux salariés en matière notamment d'organisation des plannings. C'est un point clé, hein, dans les structures d'aide à domicile, puisque jusqu'à présent, vous aviez un système de financement. Alors, le système de financement par les départements, par exemple, impose des ratios extrêmement précis, des temps, un minutage des activités, un traçage des activités des professionnels
quasiment minute par minute, et donc ça ne permet pas du tout d'organiser collectivement les plannings en fonction des besoins des usagers. Hein, c'est des choses extrêmement rigides décidées d'en haut. Et donc, il y a des tentatives avec, dans certains départements, l'accord des financeurs pour essayer de repenser l'organisation du travail à partir d'une vision plus collective et plus délibérative hein, des plannings, par exemple, hein, dans les services d'aide à domicile. Alors, c'est encore malheureusement assez marginal, hein, mais il semble que ça... Il y a une prise de conscience dans un certain nombre de structures qu'il faut abandonner ou commencer à mettre en question ces modes, à la fois ces modes de financement du New Public Management qui reposent sur des bases extrêmement quantitatives et rigides et complètement finalement inhumaines par rapport au service qui doit être rendu. Et puis, voilà, des besoins aussi des salariés de pouvoir participer à l'organisation et à la conception de leur travail. Francis, vous avez un exemple. Une illustration de ça, parce qu'on va pouvoir discuter avec un directeur d'une structure d'aide à domicile qui a mis en place des équipes autonomes et où sa responsable de secteur, au lieu de gérer, de passer son temps à faire et refaire des plannings en fonction des absences, etc., anime en fait des temps d'auto-organisation des équipes. Et il me disait que, par exemple, il y a 2 aides à domicile qui se sont aperçues lors de ces réunions qu'elles ont fait leurs enfants dans la même école, et qui donc sont entre elles organisées pour que quand il y en a une qui travaille le soir, l'autre récupère les 2 enfants, les ramène chez elle, on va chercher, voilà, et que simplement ça, ça donne de l'autonomie dans l'organisation, ça limite les absences, voilà. Et donc ça a un effet très positif simplement d'organiser ce temps d'échange et d'auto-organisation des équipes. Merci beaucoup à tous les 3. Est-ce que vous avez des questions? C'est toujours il y a un micro qui circule. C'est toujours la première qui est la plus difficile à poser. Moi, j'en avais, je vous laisse réfléchir. J'en avais une pour vous. C'est justement, on parle beaucoup de l'économie sociale et solidaire qui est pas assez suffisamment connue. Est-ce que la meilleure stratégie, plutôt que de parler tout à l'heure, j'ai parlé de chiffres, de contribution au PIB, est-ce que la meilleure stratégie, c'est pas de montrer ce que ça provoque en termes de cohésion de la société? Est-ce que c'est difficile à expliquer Francis, allez-y. Non, je ne sais pas trop répondre à ça. Oui, évidemment, il faut montrer ce qu'est l'ESS et donner des exemples. Je pense que c'est des choses qu'on fait. Les travaux du labo de l'ESS, en fait, le labo de l'ESS, c'est un think tank, mais ce n'est pas un think tank qui fait des travaux théoriques, c'est un think tank qui s'appuie sur des expériences de terrain et qui fait remonter, qui va chercher sur le terrain les pratiques et qui formalise, capitalise et en tire des enseignements généraux qui communiquent là-dessus. Donc évidemment, il faut faire ça. Après, on s'aperçoit que il y a une force de l'économie classique et de la vision classique de l'économie contre laquelle il est difficile d'aller, même si on fait ce travail-là et on essaie de le faire. Donc oui, c'est donner des exemples, donner à voir. On peut, alors peut-être aussi pour être un peu positif, il se passe énormément de choses sur les territoires, énormément d'expériences très positives, mais qui sont souvent éclatées, qui ont peu de visibilité, mais justement avec cette capacité à construire des choses au niveau territorial, à construire de la coopération au niveau territorial. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup dit, mais une des forces de l'ESS, c'est justement la coopération. C'est qu'on n'est pas dans alors même si parfois on se fait un peu de concurrence quand même, mais on a quand même un objectif qui transcende des éléments de concurrence qu'on peut avoir. Donc il y a vraiment un principe de coopération, et c'est bien de ces coopérations au niveau des territoires que naissent des initiatives qui répondent à la fois aux besoins sociétaux, aux besoins environnementaux, aux besoins des transitions au sens large. Mais ça existe vraiment beaucoup. Il y a plein de choses qui se passent sur les territoires, mais c'est éclaté, c'est dispersé, et c'est pas facile de le donner à voir, même si ça fait partie notamment des missions du labo de faire ça. Ouais, je voulais juste compléter parce que je sentais que l'ambiance, on l'avait un peu plombée. Tu as raison de dire qu'il se passe plein de choses. Effectivement, nous, sur le champ, aujourd'hui, peut-être vous avez entendu parler de la sécurité sociale alimentaire ou des caisses mutuelles alimentaires, etc. On est totalement en pointe sur ces sujets-là. Et donc, c'est complètement excitant de travailler là-dessus. Ça crée des nouveaux métiers qu'on a contribué, nous, à structurer, comme par exemple la notion d'ingénieur territorial de coopération, si je puis dire,
pour justement que la question de la coopération ne soit pas un mot, mais une pratique. Et pour ça, voilà, donc ça oblige aussi à redéfinir là, les relations avec les financeurs pour qu'ils reconnaissent ça. Je pensais aussi à comment la façon dont nous, on repense l'organisation du travail vient percuter positivement d'autres sphères, qu'elles soient privées ou publiques. Je pense à le ministère de la Justice, là, ces derniers jours, nous a demandé comment on pouvait faire une boîte à outils pour fabriquer des jardins dans les établissements pénitentiaires. Et là, notre directeur du jardin de Graines de Soleil à Château-Neuf-les-Marty, qui travaille au Baumettes, au Mas de l'Huile, etc., depuis 10 ans, il a dit, moi, je refuse de faire ça. Ce qu'il a constaté, lui, c'est que la question de comment intervenir dans un centre pénitentiaire va automatiquement révéler les situations de travail du centre pénitentiaire. C'est-à-dire l'intervenante sociale, l'agent de sécurité, etc., etc. Et les institutions qu'il y a derrière. Donc, la coopération, ce n'est pas de faire le jardin et de venir toutes les semaines en prestation de service animer le truc. La coopération, c'est révéler les situations de travail des agents sur un effet effectivement externe à la prison, préventif, etc. Et de voir comment les agents vont plus ou moins pouvoir changer de registre, hein, en étant moins, par exemple, en situation parfois nécessaire, sécuritaire, mais plus en participation. Voilà. Donc concrètement, c'est un agent qui va dire, il fume sa clope et il dit, moi j'attends que c'est fini, quoi. Alors que vous avez un autre agent qui, par contre, là, lui, est proche des détenus, il va s'intéresser à l'itinéraire technique, etc. Et donc, tout le boulot, c'est d'arriver à modifier aussi l'organisation du travail. Et là, on se retrouve face à des gens qui, finalement, dans l'enthousiasme du projet et de la relation humaine, ne le vivent plus comme un travail. Alors, la notion de travail disparaît, y compris, à ce moment-là, la question du temps de travail. Dans l'exaltation et dans le projet qui, effectivement, vient nourrir sa personne, etc., mais en fait, on a le sentiment de ne plus travailler et donc de ne plus compter ses heures. Et là, c'est pas... Voilà. Vous vouliez rebondir? Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ce partage très engageant quelque part. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire juste avant. Est-ce qu'il existe un lieu ou un outil justement de partage de ces bonnes pratiques coopératives? Un lieu, je ne sais pas. Ou peut-être un recensement quelque part, parce que moi je crois beaucoup comme ça, voilà, à la diffusion, ça infuse quelque part, et ensuite chacun les approprie, les adapte, et dans la juste posture par rapport à l'environnement. Non, enfin je ne le connais pas s'il existe, je ne crois pas, je ne sais pas qui. Oui, il y a le labo de l'ESS. On ne recense pas toutes les initiatives, donc on en connaît certaines, on en recense certaines, mais toutes, non. Moi, je dirais qu'il y a le labo de l'ESS, ODD 17 et le Rameau, la Fonda, la Vise. Il y a des organisations qui travaillent autour de ça et qui mettent en valeur ça. Et où on documente énormément. Et vous disiez l'économie sociale et solidaire. Moi, j'ai travaillé dans l'économie classique. J'ai commencé dans l'économie sociale et solidaire. J'ai repris mes études en économie sociale et solidaire là maintenant. Et ce que je vois, c'est la capacité d'innovation quand même de l'économie sociale et solidaire, et justement par rapport à la crise. On parlait de l'aide à domicile. Ça a été réformé aux Pays-Bas grâce à Buurtzorg, qui est une association. C'est article 51 aujourd'hui en France qui est en train de le tester. Tout ce qui est la sécurité sociale alimentaire, c'est porté par des associations, les CIVAM, la Caisse alimentaire à Montpellier, je travaille dessus aussi. C'est vraiment des associations, c'est des gens passionnés, c'est des gens qui ont envie de faire, qui font ensemble. C'est aussi cette capacité à se fédérer et travailler ensemble. Et donc justement, ce côté, il y a un problème, ok, on va travailler ensemble pour trouver la solution. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Et on le voit au niveau des associations, au niveau territorial aussi, les PTCE que porte aussi le labo de l'ESS de façon très forte. C'est vraiment, ok, on a un problème, on s'y met ensemble et on va trouver une solution. Mais on n'a pas la solution. Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est ça aussi. Les EBE, c'est ça. Donc, oui, c'est les entreprises à but d'emploi. À but d'emploi. Donc vraiment, il y a énormément de formes d'innovation dans l'économie sociale et solidaire qui peuvent être ensuite reprises partout. Alors, il y a madame et monsieur. On va prendre les deux questions. Il n'a pas été du tout question d'une notion qu'on a eue un temps, c'était les entreprises à mission. Ah oui, c'est alors, la question.
ou genre Danone, qui a foiré en l'occurrence. Mais est-ce que ces entreprises à mission, vues sous un angle un peu différent, peuvent avoir un avenir? Comment voilà. Non, mais c'est une très bonne question et vous en avez un peu parlé, Francis, tout à l'heure, parce qu'il y a un peu une confusion entre les entreprises qui font du social, les entreprises à mission, il y a beaucoup de labels et il y a l'ESS. Donc, c'est une question, mais on va prendre la question de monsieur et puis on vous répondrait. Ah, pardon, pardon, je vais mettre mes lunettes. Pardon, madame. Merci pour votre présentation. Ma question simplement, est-ce que l'économie sociale et solidaire en l'état actuel peut avoir un avenir à l'échelle de la planète? Parce que là, on parle de franco-français, c'est un petit peu limité, si je peux dire, alors que ça semble vraiment quelque chose d'épatant, quoi. Bah, l'Espagne investit beaucoup, 80 millions d'euros par exemple dans l'ESS. Il y a des pays comme ça, l'Italie aussi, qui investit. Mais qui veut répondre? Je veux bien répondre sur la question d'entreprise à mission, là, c'est-à-dire en gros les relations entre le monde capitaliste et la notion d'intérêt général. Bon. Danone, on a bien suivi parce qu'Emmanuel Faber était notre bienfaiteur sur ses fonds personnels. Il y a des gens qui peuvent être extrêmement convaincus de ce qu'ils peuvent faire avec nous et qui ne le font pas savoir. Bon, je tiens à lui rendre hommage de ce point de vue. Par contre, il a poussé l'entreprise Danone jusque dans ses retranchements pour que ça soit validé à 99% entreprise à mission pour se faire débarquer directement derrière par un fonds minoritaire sur des enjeux de rentabilité pure. Voilà. Donc, de ce point de vue, ça prouve que le capitalisme en tant que tel n'est pas capable de négocier avec son taux de rentabilité. Voilà. Par contre, il peut y avoir des solutions finalement claires et nettes. Le Crédit Mutuel est une des deux grandes entreprises qui dévolue aujourd'hui 15% de son résultat net, si je ne m'abuse, à un fonds d'intérêt général, à travers la fondation qu'ils ont montée, l'Institut mutualiste qu'ils ont monté. Et ils nous soutiennent aujourd'hui, nous, sur des projets de plateforme alimentaire, justement, etc. Ça dégage, on est en centaines de millions. Donc, le président disait, ils ont calculé, il faudrait 100 entreprises de leur taille et la transition écologique est réglée. Ils ont le financement de notre transition écologique. Donc, je veux dire, l'entreprise à mission comme cash checks de l'impossibilité pour le capitalisme de se réformer versus des choix clairs et nets sur qu'est-ce qu'on fait de nos rémunérations, enfin de notre résultat, le secteur bancaire étant évidemment en première ligne du questionnement moral. Qu'est-ce qu'on fait de ce résultat et en quoi on est co-responsable de la situation réelle des gens, des territoires, de la nature, de l'environnement, etc. Et cette co-responsabilité à avoir avec la durabilité de leur modèle à eux. Donc ça, c'est un point. Voilà. Sur l'ESS, dans le monde, on est totalement minoritaire. Pour le moment, on est, on est écrasé. Voilà. Après, l'économie du monde, c'est pas que l'économie du système capitaliste, marchandisé, financiarisé. Dans toutes nos vies à nous, on révèle du travail qui n'est pas du travail justement rentabilisé, etc. Bon, en particulier celui que les femmes ont longtemps seules porté, de travail domestique, etc. Donc il y a aussi une réflexion à avoir sur la somme de travail mobilisée par les humains dans le monde est très majoritairement non orientée vers la recherche du profit. Voilà. Donc, il y a peut-être une interrogation à avoir sur effectivement la revalorisation de ce travail justement du lien. Francis, vous aurez le mot de la fin. Bon. Non, parce qu'on doit rendre. Il y avait encore une question. Mais juste pour sur l'aspect entreprise à mission, je crois que la vraie question, c'est la structure capitalistique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on s'appelle entreprise à mission ou pas, pourquoi pas, mais à qui elle appartient, avec quelle vision de rentabilité à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et on voit d'ailleurs que par rapport à ça, une entreprise capitalistique et une entreprise patrimoniale vont pas avoir les mêmes stratégies, qu'elles s'appellent à mission ou pas à mission. Donc voilà. Et après, sur l'ESS dans le monde, oui, évidemment, l'économie capitalistique est largement majoritaire, mais il y a des formes d'ESS dans plein de pays. Ça s'appelle comme ça ou ça s'appelle un peu différemment. Les contours ne sont pas forcément les mêmes. C'est très minoritaire, mais ça existe.
et ça existe à plein d'endroits. Donc voilà, on n'est pas tout seul. Ça existe en Europe, hein, et puis il y a eu même voilà, un commissaire qui avait, alors, je ne sais pas où on est sur la nouvelle commission, mais qui avait ce portefeuille-là. Donc voilà, donc, il y a eu un plan d'action sur l'ESS en Europe. Donc voilà, il y a des ferments un peu partout. Voilà, c'est encore marginal. Très bien. Écoutez, alors ce sera la dernière question, parce que je crois qu'on doit rendre la salle. Allez-y, monsieur. La rémunération des gens qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire. Et en fait, le niveau de rémunération est faible, beaucoup plus faible que dans le reste de l'économie, ou même que dans la fonction publique. Et en plus, il y a beaucoup de bénévoles. Autrement dit, c'est mélangé, ce qui fait que le coût réel du travail n'est pas rémunéré. C'est comme si c'était... Il y a quand même une part de bénévolat importante dans l'économie sociale et solidaire. Alors, qui veut répondre? Thomas et... Sur les rémunérations, oui, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que les rémunérations dans le secteur non lucratif sont plus faibles, en moyenne, toutes choses égales par ailleurs, hein, que dans le secteur public ou dans le secteur privé. Après, le bénévolat, bon, c'est dans les associations d'intérêt général, les associations à but social ou sportif ou culturel. Bon, dans les grandes associations d'aide à domicile, enfin les grandes associations qui font en fait du travail social ou du service public délégué, il y a peu de bénévolat. Hein. C'est peut-être au niveau des présidentes ou des présidents, mais sinon, c'est quand même des structures très professionnalisées, hein, mais avec des niveaux de rémunération qui sont effectivement en moyenne plutôt plus faibles que dans les autres secteurs. Francis, vraiment le mot de la fin? Non, alors, globalement, les rémunérations sont plus faibles, c'est vrai. Après, à activité, on parlait sur la même activité, on prend l'exemple des EHPAD ou l'exemple de l'aide à domicile, les gens ne sont pas moins bien payés dans les associations que dans les entreprises marchandes. Au contraire. Voilà, donc à activité équivalente, je ne suis pas sûr qu'on soit moins bien payé. Par contre, ce sont des activités qui sont globalement assez peu financées, donc assez peu rémunérées. Mais ça, c'est une question sociétale. Comment on rémunère les aides-soignants, comment on rémunère voilà, les aides à domicile. Ça, c'est des choix de société. Mais par contre, le statut à mission équivalente, et par exemple la convention collective de l'aide à domicile est plus favorable pour le secteur associatif que pour le secteur lucratif. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois et merci pour vos questions.